Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC émettant de Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo. Bienvenue à votre magazine de prédilection, Deux sons des cloches. Deux sons des cloches, cet espace d'expression libre et démocratique dans le respect de l'ordre public, de la vie privée, mais aussi c'est votre grand-messe du vendredi saint. Merci de nous retrouver encore une fois ce soir pour parler d'un nouveau thème, militantisme et vagabondage en politique. C'est le thème que nous allons décortiquer ce soir. Actualité oblige, nous parlerons également de la convergence des vues qui se dégage de plus en plus en ce qui concerne la question du dialogue. Et pour évoquer toutes ces questions ce soir, mesdames et messieurs, j'ai immédiatement à ma droite M. Richard Kinoa Kiyombo, qui se trouve être analyste politique proche de la Kabylie. Et en face de lui, il y a M. Dori Dumbi, au cadre de l'UDPS. Il est chargé de relations avec les partis politiques à la Fédération de la FUNA ici à Kinshasa. Il est également par-dessus tout conseiller de M. Bruno Tshibala, qui se trouve être le porte-parole de l'UDPS. M. Richard, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Monsieur Dori, bonsoir. Bonsoir. Merci. Je précise à l'intention du public, c'est votre première participation à ce débat démocratique. Alors, pour lancer le débat, essayons un peu de manière pédagogique à comprendre un peu cette notion de militantisme en politique. Qui va prendre la parole le premier de manière démocratique? Je laisse la parole à mon frère. Oui, merci beaucoup, monsieur. Volontiers. Monsieur Vous avez 3 minutes de temps de parole chrono. Ok. Le militantisme, je voudrais essayer de donner une définition sommaire. C'est d'abord... Pas très académique. Hein. Non. C'est d'abord un engagement, n'est-ce pas? Un engagement politique. C'est une conviction qui est liée à une idéologie. Pour pouvoir amener son parti politique à conquérir le pouvoir. Et ce militantisme n'est pas automatique. Il vient avec le temps. Vous avez adhéré à un parti politique, vous avez accepté son idéologie et vous vous engagez justement pour vous battre ensemble avec les autres membres de votre parti politique en vue de pouvoir conquérir le pouvoir. Mais ce militantisme pose aussi un problème de lisure qui est lié à la culture politique, qui est lié aux mentalités politiques, qui est lié à une certaine maturité. Quand vous associez ce militantisme à de biens matériels, par exemple, à des intérêts que vous pouvez obtenir dans un délai immédiat, qu'est-ce qui arrive? Finalement, les personnes se lassent. Ils se lassent et ont comme tendance de pouvoir créer d'autres partis politiques pour devenir des patrons, comme si des partis politiques dans notre pays devenaient des entreprises ou des boutiques de marchandises qui sont justement pilotées par des patrons et qui doivent obtenir de gains dans un délai immédiat. Le militantisme nécessite de la patience. Nécessite vraiment de la patience parce qu'en fait, c'est un engagement difficile. C'est un engagement difficile. Il n'est pas dit que quand vous êtes dans un parti, vous devez nécessairement bénéficier des dividendes politiques. Des dividendes politiques, effectivement. Les partis politiques, c'est une structure complexe qui a des compartiments, n'est-ce pas? Et quand il y a des opportunités, cela s'est fait en fonction de compétences de tout un chacun. Mais souvent, nous constatons que dans notre pays, il y a une impatience caractérisée, laquelle impatience nous amène finalement à une sorte de floraison, de création désordonnée des partis politiques. Et aujourd'hui, nous en sommes presque au nombre de 500, ce qui est quand même démesuré. Voilà, il vous reste encore 1 minute sur le temps de parole. Une sous-question pour lancer bien entendu le débat, parce que vous avez évoqué l'idéologie, l'usure, la patience et la détermination. Mais est-ce que vous n'estimez pas que lorsque quelqu'un milite dans un parti politique des années durant, il n'arrive pas à être récompensé, à tirer les dividendes politiques de son combat, et que
par ce phénomène de parachutage et de parrainage, on voit ceux qui n'ont pas milité arriver au pouvoir pour le compte du parti. Est-ce que ce n'est pas de l'injustice selon vous? Non, tout dépend de la manière dont le parti est géré. Tout dépend de la manière dont le parti est géré. Souvent, ce qu'on vous présente comme poste politique, par exemple, c'est combien? Ça peut être un ministère, ça peut être une entreprise. Oui, une entreprise. Mais dans un parti, vous êtes le nombre de combien? Il est difficile de compenser tout le monde au même moment. Mais à quoi sert-il de militer dans un parti politique? Il faut militer dans un parti politique parce que ça vous épanouit et puis ça vous permet d'apprendre comment est-ce qu'on peut être attaché à son pays. Vous apprenez comment gérer le pays. Mais quand il y a des opportunités, je pense qu'on ne peut pas servir tout le monde au même moment. C'est-à-dire, les pouvoirs ont un mandat, n'est-ce pas? Les pouvoirs ont un mandat. Quand c'était un mandat de 5 ans, c'est quand même difficile qu'on puisse servir tout le monde à ce moment-là. Il faut vraiment de la patience pour aller de l'avant. Temps de parole consommé. Même temps de parole également pour M. Dorine Doumbis. Je rappelle que vous êtes de l'UDPS. Quelle est la conception, quelle est votre intelligibilité de la notion du militantisme comme en fait phénomène vécu dans différents partis politiques? Merci pour la question. D'abord, je voudrais d'abord remercier la télévision nationale de nous recevoir en séjour. Comme toujours, merci. Ça montre qu'en République démocratique du Congo, même l'opposition peut s'exprimer par la télévision nationale. Vous êtes le seul à le reconnaître. C'est pour dire que l'accès aux médias publics est garanti à tout le monde. Merci. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas le croire. Voilà. Merci. Bon, pour parler de militantisme, comme mon frère vient d'énumérer les caractéristiques de militantisme, moi je ne vais pas relayer les caractéristiques. Moi je voudrais plutôt aborder le sens de pourquoi on passe du militantisme au vagabondage politique. Pourquoi? À mon sens, je pense... On n'a pas encore abordé la notion du vagabondage. Non, mais c'est pour ça en fait. D'abord dans votre compréhension du militantisme. Non, pour moi les militants... Parce que le vagabondage est une conséquence du militantisme mal assumé. On va y arriver. Exactement. C'est parce que quand on ne maîtrise pas la notion de militantisme, c'est ça qui nous conduit au vagabondage, n'en déplaise. Pour être un bon militant, moi je pense que la première chose, c'est d'abord connaître l'idéologie du parti, connaître le projet de société de ce parti. Et la doctrine même. Et la doctrine même du parti. Qu'est-ce que le parti veut? Où est-ce que le parti veut aller? Par exemple, chez nous, à l'UDPS, vous êtes sans ignorer que notre projet de société, c'est le peuple d'abord. Hein? Là où on prône, le président Étienne Tshisekedi Wamulumba prône l'état des droits. Ça, c'est vraiment... C'est l'UDPS ou Étienne Tshisekedi qui prône? Parce qu'il s'agit d'un parti. Le parti est incarné par son président. Un visionnaire. Oui. Par un visionnaire. Les visionnaires de l'UDPS, c'est M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. L'un n'est pas contradictoire par rapport à l'autre. Voilà, donc c'était, je disais, c'est d'abord connaître le projet des sociétés. Et par exemple, chez nous, à l'UDPS, le projet des sociétés de l'UDPS, le peuple d'abord, c'est quoi? C'est 20 propositions concrètes. Les 20 propositions concrètes qui sont dans la perspective de la prise et de l'exercice démocratique du pouvoir. Ça, c'est ce qui est important. Je pense que tout militant qui vient à l'UDPS doit d'abord maîtriser le projet des sociétés. Ensuite, c'est l'idéologie, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Notre idéologie, c'est quoi? C'est le social-démocrate. La social-démocratie, oui. Avec les valeurs... Comme le PPRD, vous partagez la même moi, je parle pour l'UDPS. Je ne suis pas le porte-parole du PPRD. Non, je vous complète. Vous avez la même idéologie. On ne peut pas... Mais je parle pour l'UDPS. Voilà. La social-démocratie. Avec comme valeur liberté, égalité, solidarité. Je ne sais pas s'ils ont cette notion-là dans le parti dont vous citez, s'ils ont le même valeur que ces valeurs-là, parce qu'on peut être social-démocrate, mais utiliser d'autres valeurs. Nous, c'est vraiment la liberté, l'égalité et la solidarité, une organisation de la société ou de l'État, et puis une économie sociale de marché. L'économie sociale de marché que nous prenons à l'IDPS et qui est repris dans notre projet de société, c'est la répartition équitable de revenus national en vue du bien-être social, le bien-être social et moral de la population. Le but que nous cherchons, c'est quoi? C'est offrir un monde meilleur à nos populations. Parce que quand vous sortez
dans nos rues ici, vous voyez comment notre société, vous voyez comment le peuple souffre. Donc on ne peut pas faire la politique et être indifférent à toutes ces valeurs-là. Et surtout la vision de notre président, M. Etienne Tshisekedi Mulumba, et la vision du parti l'UDPS, c'est conduire le peuple congolais au bonheur. Dans un pays uni, fort, prospère, où il fait beau, où il fera beau vivre, avoir véritable paix. Une sous-question de recadrage pour rester dans le thème. Oui, dans le thème, enfin, dans la notion du militantisme. Monsieur Ndoumbi, pensez-vous qu'il faille militer éternellement jusqu'à mourir sans avoir tiré le bénéfice de ce pourquoi on a milité dans un parti politique? Voilà. Dans le militantisme, moi je vois l'engagement des combattants, par exemple. Chaque jour, on les voit en train de s'informer, de discuter, de partager les idées. Est-ce qu'il faille que ces gens ne restent que là toute leur vie? Par rapport à la question que vous avez posée à mon frère tout à l'heure, je voulais répondre aussi pour répondre à vos deux préoccupations. Je pense qu'il y a plusieurs types de militantisme dans un parti. J'espère ne pas choquer d'aucuns pour dire qu'il y a militantisme héréditaire. Par exemple, si vous êtes dans un parti où les papas, je vois votre sourire, je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un en particulier. Si le papa est bien ancré dans le parti, vous êtes né là-dedans, donc vous évoluez là. Ça, c'est ce que moi j'appelle le militantisme héréditaire. Il y a le militantisme d'usurpation. Vous avez fait allusion tout à l'heure, les gens qui viennent comme ça, qui tombent... le phénomène de parachutage voilà, et de parrainage. Et parrainage. Oui. Il y a le militantisme que j'appelle des parvenus aussi. Il y a aussi des parvenus. Il y a ce que j'appelle aussi le militantisme de passion, comme c'est dont vous parlez tout à l'heure, les combattants par exemple. C'est quand même exemplaire. Voilà, militantisme ils le font par passion. Ces gens sans rien attendre en retour. Si, on ne peut pas militer pour ne rien entendre en retour, mais on n'attend pas nécessairement des dividendes matériels pour soi, mais pour la société, pour la vision dont on espère ou on incarne où on veut. Ok. Temps de parole consommé, je reviens à vous. Si vous avez une idée supplémentaire, vous pourrez capitaliser le prochain temps de parole. Alors, monsieur Richard Kinoa, vous êtes analyste politique proche de la Kabylie. Abordons la notion conséquente à celle que nous venions précédemment d'épingler, c'est le vagabondage politique qu'on constate comme phénomène en République démocratique du Congo depuis la Deuxième République jusqu'à ce jour. Des gens qui passent des partis politiques en partis politiques. Bien sûr, vous avez évoqué le problème d'usure, le problème de manque de traitement équitable. Mais est-ce que c'est un bel exemple pour les générations futures, ces vagabondages politiques, ces politiques qu'on appelle par un procès de métaphore des oiseaux migrateurs? 5-10 partis politiques dans l'espace de 2 ans, 3 ans. Pas du tout. Ce n'est pas un bon exemple pour notre jeunesse. Mais je voudrais rebondir sur un fait. Je crois qu'il faudrait éviter de confondre... Vous avez également 3 minutes de temps de parole. Oui, il faudrait éviter de confondre le militantisme et l'activisme politique, n'est-ce pas? Ce qui se passe beaucoup plus à l'IDPS, c'est l'activisme politique. Mais je viens de constater ici que dans ce qu'il a dit concernant le projet de société de l'IDPS, c'est beaucoup plus une copie conforme de termes occidentaux comme la social-démocratie. Je crois que ce n'est pas original. Ce n'est pas original pour les Congolais, ce n'est pas vraiment approprié. Mais la démocratie a des principes universels. La démocratie, on ne va pas inventer une démocratie congolaise. La démocratie a des principes... c'est depuis Athènes. La démocratie la Grèce antique a des spécificités. Il ne faut pas confondre les choses. La démocratie a des spécificités. Par exemple, quand vous êtes en Chine, il y a une liberté, n'est-ce pas? Il y a une liberté qui n'est pas conçue de la même manière qu'aux États-Unis, de la même manière qu'en France. Bon, je ne voudrais pas trop m'appesantir sur cet aspect pour répondre à votre question. Oui. Effectivement, le vagabondage politique vient de l'impatience de nos politiciens, vient de manque de maturité. Et cela crée un imbroglio sur l'échiquier politique de notre pays. Il y a des gens qui ont été avec Mobutu. Ils ont quitté Mobutu pour rejoindre Tshisekedi dans l'IDPS. Ils vont quitter Tshisekedi pour revenir encore chez Mobutu. Ils vont quitter Mobutu pour aller flirter avec l'AFDEL. Ils vont quitter l'AFDEL
pour être dans la majorité avec Kabila, ils vont quitter la majorité avec Kabila pour rejoindre encore Tshisekedi. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, n'est-ce pas, un vagabondage, un voyage, un va-et-vient comme celui-là. Est-ce que ça ne fait pas partie des libertés civiques? Non, 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 non. Quand la liberté est mal assumée, ce n'est plus une liberté, c'est un libertinage. Il faut que... C'est là où, n'est-ce pas, l'engagement politique. On doit être constant. On doit être constant. Bon, sur ce point-là, je pourrais d'une certaine façon jeter un peu de fleurs à M. Tieni Tshisekedi, qui est resté constant dans sa logique, dans sa démarche. Depuis qu'il a quitté Mobutu. Dans sa démarche politique. Mais on voit bien, il faut pas... Là, nous sommes dans l'opportunisme politique. C'est-à-dire, moi, je vais vers tel parce que j'entrevois que je pourrais obtenir des dividendes dans l'immédiat parce qu'il y a ça et ça et ça et ça comme paramètres, n'est-ce pas? Et c'est ce qui pose des problèmes dans notre pays, c'est ce qui pose des problèmes dans notre système politique. Vous voulez dire que ce n'est pas un bel exemple à donner aux générations? Ce n'est pas du tout un bel exemple. Ce n'est pas du tout un bel exemple, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Parce que dans d'autres pays, vous prenez le Sénégal, il y a combien de partis politiques? Il y a les partis socialistes créés par... non, pas par Abdoulaye, par Senghor. Et puis il y a Diouf avec PDS, donc le Parti démocratique sénégalais. Oui. Ça fait au moins 2 grands ensembles politiques majeurs. Tandis que chez nous... On a plus ou moins 500 partis. 500, je suis certain que... Ça veut dire 500 idéologies. D'ici le mois de décembre, nous en arriverons peut-être à 600. Je suis en train vraiment... J'ai peur que nous puissions en arriver. Est-ce que vous n'estimez pas qu'il faille que les Congolais apprennent par exemple à développer ce que nous appelons la convergence des idéologies? Ça veut dire les partis se regroupent suivant qu'ils appartiennent à telle ou telle autre idéologie, au lieu de retrouver dans des plateformes des partis aux idéologies différentes, une sorte de Macédoine. Ça serait l'idéal. Oui. Ça serait l'idéal. Je peux prendre l'exemple de l'IDPS et le PPRD. Vous l'avez évoqué ici. Même si M. Ndoumbi ne voulait pas l'accepter, c'est la même doctrine. J'ai étudié les statuts des deux partis politiques. Il y a des convergences. Soyons conséquents, moi je ne suis pas un politique ailleurs. Je suis d'abord un scientifique et un intellectuel. Encore 30 secondes. Quand vous prenez l'IDPS, PPRD et PALU, c'est presque la même démarche. Mais dans le fond, et sur le plan de la forme, fonctionnel, les gens ne savent pas se mettre d'accord. Ok, merci. Monsieur Ndoumbi, quelle est votre notion de ces vagabondages politiques auxquels on assiste dans ce pays? Est-ce que c'est un facteur déstabilisateur des partis qui existent lorsqu'il y a des gens qui viennent et qui veulent jouer le rôle de premier plan par rapport aux anciens qui ont milité dans des plateformes ou dans des partis politiques ou dans des alliances incestueuses, permettez-moi l'expression? Non, je pense que le problème des vagabondages chez nous, c'est plutôt le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ne faites pas trop de casuistique, hein. C'est une émission pédagogique, cette notion. Parler d'une manière générale. Oui. Voilà, c'est ça. D'une manière générale, je dirais, c'est par le manque de connaissances, à mon avis, à mon sens. C'est parce que quand les gens ne maîtrisent pas l'idéologie du parti, le projet de société, la vision d'un parti, c'est en ces moments-là qu'ils sont en train de passer d'un parti à un autre. Parce que quand vous maîtrisez bien l'idéologie d'un parti, quand vous êtes un social-démocrate, nonobstant ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais si vous pouvez évoluer, on voit même en Europe, les gens quitter les partis de droite pour aller en parti de gauche. C'est-à-dire, vous avez évolué dans votre façon de voir le monde. Vous avez évolué dans votre idéologie, dans votre philosophie, ainsi de suite. Cela n'est pas un problème. Le problème qui se passe, c'est que quand les gens quittent une idéologie pour une autre sans conviction, c'est là où ça crée des difficultés. Comme aujourd'hui, on voit des plateformes, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, on voit les partis d'obédience libérale s'associer à un parti social-démocrate. Bon, je ne sais pas, c'est au point de vue électoral, parce qu'au point de vue sociétal, au point de vue vision ou idéologie, ils n'ont rien à voir. Si vous regardez les partis en France, par exemple, les Républicains de Sarkozy. Et le Parti socialiste de Hollande, ils n'ont rien en commun. Je ne pense même pas qu'ils soient
possible que ces deux partis-là puissent gouverner ensemble. Mais ici, nous voyons... On peut faire appel à des intelligences, ça dépend. Des personnalités, oui. Oui, il y a toujours des évolutions. Dans un esprit républicain, c'est possible qu'on fasse appel à certaines expertises pour le bien de la nation. C'est faisable. Je parle au sens de l'idéologie. Vous pouvez être de gauche, mais être un peu plus libéral. Je donnerai toujours l'exemple en France de M. Strauss-Kahn, qui est vraiment un socialiste, mais un socialiste libéral. D'ailleurs, ça s'est dit. Et quand vous passez de l'autre côté, chez les libéraux, vous avez des exemples comme M. Séguin, qui lui est vraiment libéral, mais un libéral social. Contextualisez maintenant le débat. Chez nous, au Congo, les choses telles qu'elles se passent, vous pensez que c'est bon pour l'avenir? Prenons le cas du rassemblement. Vous savez très bien qu'au Congo, et vous le dites assez souvent, il n'y a pas vraiment d'hommes politiques. C'est pour ça qu'il faut nous donner la chance à nous qui venons dans la scène politique pour montrer de quoi nous sommes capables. Les gens, la plupart de nos politiciens, vous le savez très bien, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, ce sont des opportunistes. Ils font de la politique pour avoir des postes. Ils font de la politique pour s'enrichir. Or, la politique, on ne fait pas de la politique pour s'enrichir. S'il vous plaît, on ne fait pas de la politique pour s'enrichir. Moi, si je veux m'enrichir, j'irai faire des affaires. Je ne viendrai pas faire de la politique. Je fais de la politique parce que j'ai une vision pour ce pays. Je fais de la politique parce que j'ai une idéologie. Je vais aider les autres, aider le peuple, aider mon peuple, aider notre peuple. Parce que quand on voit le peuple, ce peuple, comment il souffre, quand vous êtes intellectuellement bien constitué, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Je vous pose une question, c'est la même que je vais poser à M. Richard avant que nous n'abordions le deuxième point de cette émission. Est-ce que vous voulez indirectement dire qu'aujourd'hui, les gens qui viennent vers le président national de votre parti, Étienne Tshisekedi, viennent par opportunisme ou pour certains intérêts factuels? Ne me poussez pas à la faute. Vous savez très bien que mon combat politique, je le mène derrière M. Étienne Tshisekedi Wamulumba et l'UDPS. C'est-à-dire, les gens qui viennent, ils viennent pour être derrière M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pas pour être devant lui. Pas pour être devant lui, et je peux vous certifier qu'il n'y aura personne devant lui. Ça sera Étienne Tshisekedi Wamulumba, ça sera l'UDPS, ça sera la feuille de route de l'UDPS. C'est à prendre ou à laisser. Les autres, on ne doit pas se distraire par des gens qui font... Mais il y a des candidatures au sein de votre rassemblement. Candidature à quoi? En dehors de celle de Tshisekedi. Candidature à quoi? À la présidence. Mais il n'y a même pas des élections. Il n'y a même pas d'élections qui sont prévues d'ici peu. On est déjà candidat. Le rassemblement est fait. J'ai l'acte d'engagement de conclave de Genval. Je peux vous le laisser si vous voulez. C'est fait pour reconnaître le leadership de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Dans le rassemblement, le parti phare, c'est l'UDPS. Et l'UDPS a comme cahier de charges sa feuille de route. Est-ce que les gens qui nous rejoignent sont au courant de ça ou pas? Notre candidat, vous le savez bien, en 2011, c'est M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. S'il est candidat, le rassemblement, je dis bien tous les rassemblements, sera derrière M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Même Moïse Katumbi, qui a annoncé sa candidature. Je vous dis, question des journalistes, hein, sans froid aux yeux. Je vous dis, ne me poussez pas à la faute, et sans froid aux yeux, je vous regarde dans les yeux. Oui, assumez-vous, c'est un débat. Voilà, je vous regarde dans les yeux et je vous répondez par oui ou non. Et je vous réponds que M. Moïse Katumbi, ce n'est pas ma tasse de thé. Il est l'allié de mon président, de mon parti, soit. Il n'est pas mon candidat et il ne le sera vraisemblablement point. Ça, c'est mon point de vue. Même question. Monsieur Richard Kiyombo, vous êtes, vous, analyste proche de la Kabylie, donc proche de Joseph Kabila. Est-ce que ceux aussi qui viennent vers le président Kabila ne viennent pas par opportunisme pour s'enrichir? Et puis, ce sont les mêmes qui lui tournent le dos, qui lui font la guerre. Est-ce que c'est un bel exemple? Lui, il présente M. Tshisekedi comme un homme providentiel. Non, là, c'est son point de vue. Vous répondez à ma question. Il présente M. Tshisekedi comme un homme providentiel. C'est extraordinaire, vous n'arrêtez pas de parler de l'UDPS et de moi. C'est son point de vue. Là, vous répondez seulement à ma question pour qu'on évolue, oui. Il n'y a rien à redire parce que c'est son point de vue. Hein. Écoutez, je pense que le président de la République a un bilan. Il a un bilan qui est tout à fait
élogieux, il a un bilan qui est tout à fait positif. Ce pays vient de très loin, n'est-ce pas? Ce pays vient de très loin. Il vient de connaître une stabilité dans la durée, n'est-ce pas? Et toute stabilité a comme conséquence le plein développement. Je crois que depuis l'indépendance, c'est pour la première fois que ce pays a connu des grandes actions en ce qui concerne son développement. Alors, les gens qui viennent rejoindre les chefs de l'État, effectivement... On l'a vu en 2006, en 2011. Oui, ils sont, bien sûr, hein, c'est venu aller faire Kabila et après... Avec des idéologies divergentes aussi, hein, de la même manière qu'au Rassemblement. On trouve un peu de tout là. Ils viennent soutenir, n'est-ce pas? Ils viennent soutenir le président de la République dans son action de développement, dans son action de stabilité, dans son action de paix, dans son engagement véritable pour amener le peuple congolais à pouvoir aimer véritablement sa patrie, à pouvoir aimer véritablement son pays. Alors, ici, je voudrais revenir à certains propos que mon frère a eu à prononcer ici, parce qu'il se réfère trop de la France. Moi, je crois qu'il faudrait faire attention. Il ne faut pas prendre des exemples qui ne sont pas compatibles, n'est-ce pas? Il ne faut pas prendre des exemples qui ne sont pas compatibles. La France vient de loin. La France commence son processus démocratique depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire le siècle de la Renaissance, le siècle de l'humanisme. Nous avons quel âge? C'est 56 ans d'âge. Et l'âge d'un pays, il ne faut pas le confondre avec l'âge d'un homme. C'est tout à fait différent. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un processus difficile, n'est-ce pas, un apprentissage démocratique, mais il faudrait donner à cet apprentissage démocratique, à cette démocratie, une connotation congolaise, une spécificité congolaise. Sinon, qu'est-ce qui serait différent? Mais nous sommes dans un siècle du rendez-vous, du donner, du recevoir. On ne va pas faire une démocratie en vase clos, monsieur. Oui, monsieur le journaliste, la démocratie aux États-Unis, ce n'est pas la même chose qu'en France, ce n'est pas la même chose qu'en Allemagne, ce n'est pas la même chose qu'au Japon. Il y a des valeurs symétriquement partagées, je crois que c'est ce que Dory a dit. Je n'en disconviens pas du tout, mais il y a des spécificités profondes. Il y a des spécificités fondamentales. Quand il n'y a pas de spécificité fondamentale, votre démocratie n'est plus une démocratie, ça devient une copie-collée, n'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire, vous avez pris une constitution quelque part, vous venez, vous cherchez à l'appliquer sur votre pays et vous constatez qu'après un temps de cheminement, les choses ne marchent pas. Voilà, on va devoir évoluer pour évoquer la deuxième partie de cette émission. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes branchés sur la RTNC, émettant de Kinshasa. Dans le magazine Deux sons des cloches, nous recevons à ma droite M. Richard Kinoa Kiyombo, qui est un analyste politique proche de la Kabylie, et en face de lui, M. Dorine Dumbi, lui est au cadre de l'UDPS. Alors je reviens à vous pour ouvrir cette deuxième partie en rapport avec la convergence qui se dégage en ce qui concerne le dialogue. Et ça fait quand même beaucoup de temps que le peuple congolais attendait ces assises. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a ce que j'appelle le rabotage des divergences. Est-ce qu'à l'UDPS, on en est là aussi? Tout à fait. À l'UDPS, on est là. Et à l'UDPS, vous savez que nous sommes le premier chantre de dialogue. En 2015, nous avons sorti notre feuille de route. Et dans cette feuille de route, nous prenions déjà le dialogue en ces moments-là. 3 minutes de temps de parole. Voilà. Les dialogues, nous y serons de gré ou de force. Pourquoi? Parce que c'est la volonté d'abord de la communauté internationale pour résoudre les conflits qu'il y a eu en République démocratique du Congo. Ce n'est pas la volonté des Congolais? C'est aussi la volonté des Congolais. La communauté internationale nous accompagne. C'est ce que je voulais dire. Donc, nous, le président Etienne Tshisekedi Mulumba a préconisé les dialogues pour sortir de la crise de légitimité qui est née des élections de 2011 et toute succession de crises qui ont suivi. Nous avons préconisé la bipolarité pour aller dans ces dialogues-là. Pourquoi? Parce que nous estimons que d'un côté, il y avait un conflit entre le président M. Kabila et le président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi Mulumba. C'est pour résoudre cette crise-là de légitimité, pour résoudre ces conflits-là que nous avions préconisé déjà à son temps. Est-ce que la question de légitimité est encore d'actualité? Parce qu'on est fait mandat.
Ce n'est pas d'actualité. Mais est-ce que la crise est toujours d'actualité? Quand monsieur nous parle de la démocratie qui serait à géométrie variable selon qu'on se trouverait en Europe ou en Afrique, bah, je suis un peu... Il a mis l'accent sur les spécificités. Voilà, mais bon, je suis un tout petit peu déçu parce que lui, il est plus analyste politique. C'est lui qui devait nous donner de la matière à nous, les hommes politiques. Quand lui déjà commence à concevoir la démocratie en République démocratique du Congo différente de la démocratie dans d'autres cieux, ça me laisse un peu pantois. La démocratie chez nous, c'est quoi? Un président est élu pour 2 mandats. À la fin du 2e mandat, on fait des élections, on passe à autre chose. Ça se passe ainsi, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et pourquoi? Parce que c'est nous, au Congo, on doit modifier les règles de jeu pendant qu'on joue le jeu ou le match. Vous vous imaginez, vous allez au stade, vous suivez un match de football. Restez dans la question. Hein. Ah oui, je suis dans la question. Mais la question est vaste aussi. Oui, c'est voilà. pas un rapport au temps, oui. Voilà, donc moi je pense qu'on ne doit pas... La démocratie, elle est la même ici ou ailleurs. Oui, je relance la question. Est-ce qu'à ce jour, l'UDPS a une nouvelle condition à faire valoir pour aller au dialogue? Parce que tous les problèmes, visiblement, venaient de votre côté, quant aux exigences. J'ai répondu à cette question peut-être plus rapidement parce que chez nous... Parce qu'on vous a vu encore au Quai d'Orsay, à Paris, je ne sais pas, est-ce qu'il y a de nouvelles orientations que Paris a données ou c'était juste solliciter l'implication de la France? Donc, par votre question, vous voulez dire que l'UDPS va chercher ces conditions ailleurs, en dehors de l'UDPS? Non, c'est à vous de répondre. C'est pas différent. Répondez à la question. Ma question est l'UDPS. Je vais poser la même question. L'UDPS depuis 2015. Je le dis calmement, tranquillement, à haute et intelligible voix. L'UDPS n'a jamais changé de position par rapport à ses exigences pour aller au dialogue. Si vous ne me croyez pas, prenez la feuille de route de l'UDPS. Tout est clair. C'est écrit même en français. C'est dommage que l'UDPS n'a pas pensé à l'écrire en lingala. Ça aurait été peut-être... Dans les 4 langues nationales. Dans les 4 langues nationales. C'est vraiment dommage. C'est le seul reproche que je peux nous faire. Donc, pas de nouvelles conditions. Il n'y a pas de nouvelles conditions. On va aller au dialogue. On ira au dialogue. Okay. De toute façon, les dialogues, on y sera. D'accord. Alors, monsieur Kinoa, oui, l'UDPS est prêt à aller au dialogue. Ok. Je suis tout à fait d'accord. Mais même s'il ne l'a pas dit, il y a cette exigence, aussi bien de l'UDPS que du Rassemblement, qui dit que le 19 décembre, si pas septembre, c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin du monde. Le pays va continuer à vivre. Alors, je voudrais dire que je suis d'abord content quand il insiste que l'UDPS va aller au dialogue. J'espère que c'est la personne... Avec ses alliés, bien entendu. C'est la personne indiquée pour faire une pareille déclaration, parce qu'à l'UDPS, le matin, c'était elle qui fait une déclaration, le soir, c'était notre, et ainsi de suite. Il y a quand même une certaine cacophonie de ce côté-là. C'est peut-être leur organisation. Ok, mais quelle organisation c'est vrai. Alors, je voudrais quand même dire une chose, que je conçois, moi, personnellement, le dialogue comme un piège historique. Et même un piège du siècle. Tendu à qui? Tendu au peuple congolais. Dans ce monde, il y a eu des civilisations qui ont raté leur train et que les générations futures ont qualifié des rois fainéants. Je prends l'exemple des rois germaniques au Moyen-Âge. Je prends l'exemple de l'Empire turc qui a été qualifié de l'homme malade du XXe siècle parce que tout simplement les dirigeants étaient incapables de pouvoir... Je sais que vous êtes un historien, mais restez dans ma question, sinon nous tendons vers la fin de l'émission. Oui. C'est un piège historique, c'est un piège... tendu au peuple congolais, par le peuple lui-même, parce qu'il semble que c'est le peuple qui a réclamé... Non, pas par le peuple, disons, c'est une réalité, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il faille aller au dialogue ou pas? Il faut absolument aller au dialogue. Qui est en même temps un piège, selon vous? Oui, bien sûr. Un piège, pourquoi? Parce qu'il y en a qui croient qu'on peut résoudre nos difficultés actuelles sans se mettre autour d'une table. C'est impossible. Non, on doit se mettre autour d'une table. Nous ne sommes pas des ennemis. Oui. Nous sommes de sœurs frères d'un même pays. Il est tout à fait normal que nous puissions nous mettre autour d'une table pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir... négocier. Alors ici, je voudrais dire que
Pour ce qui concerne les dialogues, le président de la République et M. Etienne Tshisekedi portent la lourde responsabilité, n'est-ce pas, pour que ces dialogues puissent se tenir et dans des conditions acceptables. Et il faudrait, je crois, éviter des conditions classiques qui ne nous avancent à rien du tout. Hein. Il faudrait tenir compte de la stabilité de ce pays, il faudrait tenir compte de la vie de ce peuple pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que les dialogues aujourd'hui, c'est la voie idoine, la voie royale pour pouvoir... Une sous-question tendant vers la fin. Au sortir du Quai d'Orsay, le président Tshisekedi aurait, j'utilise le conditionnel, dit que le 19 septembre, avec ou sans dialogue, le président Kabila doit partir. Bon, votre réaction en tant que kabiliste? Oui, je suis gêné que le président, M. Tshisekedi, puisse aller au Quai d'Orsay et se faire recevoir par un directeur chargé des affaires africaines. Je suis vraiment gêné. Alors qu'en 2012, quand Hollande est venu à Kinshasa, il avait reçu comme les présidents de l'opposition. Je suis vraiment gêné de cette attitude-là. Mais ce sont des déclarations qu'il faudrait éviter aujourd'hui. Nous avons la Cour constitutionnelle qui a déjà rendu son arrêt, et quand on est incapable de respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, alors à ce moment-là, on n'est pas démocrate ou on n'est pas congolais, tout simplement. Vous avez un mot à dire, M. Doumbi, avant qu'on termine l'émission en une minute? Vous êtes à égalité de temps de parole maintenant. C'est dommage parce que je voulais développer... Vous êtes à égalité, j'ai le chrono, je crois même à la régie, c'est conforme. Voilà, nous allons aller au dialogue, parce qu'on crie dialogue, 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 il y en a même qui ne savent pas pourquoi on va aller au dialogue. Moi, pour conclure, je vais tout simplement dire que nous avons préconisé les dialogues. Les dialogues, c'est pour favoriser la réconciliation et la démocratisation dans notre pays. Le dialogue, c'est pour résoudre la crise qui est née des élections de 2011. Le dialogue, c'est pour baliser les voies aux élections libres, démocratiques, afin que nous ayons la première alternance démocratique dans ces pays. Est-ce qu'on peut vous faire confiance que vous voulez vraiment aller au dialogue lorsque vous dites, avant même le dialogue, que le 19, qui est dialogue ou pas, tel acteur politique doit disparaître? Je ne sais pas où est-ce que vous avez lu ça. Je pense que mon président et les cadres de l'UDPS ne disent autre chose que ce que la Constitution dit. Qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Exact. Et ces mandats se terminent le 19 décembre 2016. Et lorsque mon président, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, le dit, vous trouvez qu'il y a matière à supputer là-dessus? Mais le président part par quelle voie? Par élection ou... Qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit que 90 jours avant la fin du mandat, le corps électoral est convoqué pour élire un nouveau président. Il semble que ça n'a pas été un nouveau président, s'il vous plaît. Un nouveau président, c'est très important. Et le président en fonction reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. J'ai entendu ce que mon ami a dit tout à l'heure concernant les articles, les arrêts de la Cour constitutionnelle. Je crois qu'il est dans l'erreur absolue et totale. Il nous faudra une autre émission, peut-être pour vous expliquer clairement et simplement les articles de la Constitution et cet arrêt. Monsieur Richard, nous terminons l'émission. Est-ce que vous pouvez vous repentir parce que vous êtes dans l'erreur? Comme ça, moi, j'ai conclu mon émission. Repentez-vous rapidement. Je ne suis pas au contraire dans l'erreur. Mais si nous 30 secondes. Si nous allons aux élections avec des idées de pouvoir revenir aux élections de 2011, alors ça ne vaudra pas du tout la peine. Il faudrait donc organiser les référendums pour que le peuple nous départage une fois pour toutes. En tout cas, pour conclure, je pense que vous devez vous repentir parce que même là aussi, vous êtes dans l'erreur. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Descend des cloches avec comme invité ce soir M. Richard Kinoya Kiyombo, qui se trouve être analyste politique proche de la Kabylie. M. Richard, merci de votre contribution. Merci beaucoup, et de cette première
participation à cette émission dans l'espoir que je vous retrouverai pour un autre plateau que votre co-débatteur sollicite. Merci à vous, monsieur Dori Doumbi. Vous êtes au cadre de l'UDPS, chargé de relations avec les partis politiques à la Fédération de la FUNA ici à Kinshasa. Merci également de cette première participation et de la contribution que vous avez apportée à ce débat. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, nous vous disons très sincèrement merci. Conservez jalousement le canal de la télévision nationale congolaise, la RTNC. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. On va passer devant pour se saluer. C'est ça la tradition.